Les espèces invasives, on va parler précisément de la chaîne processionnaire du chêne et du pin, simplement reglobaliser un petit peu ce contexte. Les espèces invasives, elles vont vite. Et on s'aperçoit que ce soit en France ou en tout cas dans tous les vieux pays européens, on a en moyenne 2 nouvelles espèces qui apparaissent par an. On voit aujourd'hui la pression du moustique tigre, on voit aujourd'hui la pression des punaises de lit. On a effectivement une nouvelle espèce de blatte qui vient d'apparaître en Espagne, là, qui est en train de se redévelopper. On a une sous-espèce de souris qui est en train de se redévelopper un petit peu partout en France, la Squatus. Donc on s'aperçoit que la pression des espèces invasives, elle est constante. Et on a également des introductions d'espèces invasives qui sont constantes. Alors, liées notamment à notre capacité aujourd'hui de nous transporter rapidement. Ça, c'est la carte des voyages aériens quotidiens au niveau mondial. Donc vous imaginez bien une souris qui monte dans un avion à New York, elle peut être demain matin à Paris, et avec une vraie capacité de se développer dans un territoire dans lequel les facteurs environnementaux changent. Les facteurs environnementaux, il serait compliqué de rester climato-sceptique aujourd'hui quand on voit la hausse des températures. Alors phénomène naturel ou phénomène accéléré par nos activités, on ne va pas rentrer dans le débat. Quoi qu'il en soit, ces environnements deviennent de plus en plus hospitaliers pour les espèces invasives. Et on voit également un gros processus aujourd'hui qui est favorable aux espèces invasives, c'est la pression réglementaire sur les moyens de lutte. On le répète tous les ans, je crois que ça fait depuis que je viens aux journées techniques 3D qu'on répète ça, c'est qu'aujourd'hui la pression réglementaire qu'on met sur les produits, et en particulier en France, n'aide pas vous les professionnels à réguler de manière confortable ces espèces invasives. Donc il faut être innovant, il faut qu'on aille vers des méthodes alternatives, vers du piégeage, vers un certain nombre de choses qui nous permettent de pouvoir prendre demain en charge ces espèces invasives. Mais en tout cas, pour ce qu'il en est sur le plan réglementaire aujourd'hui, la pression réglementaire notamment des autorités, et en France on est un petit peu pionnier là-dedans, ne nous aide pas à bien gérer ces espèces invasives. Voilà, ici vous avez un rat musqué, ici vous avez le rarin, le moustique tigre, la punaise des lits, le frelon asiatique. Quand on voit les chiffres de Pascal sur le frelon asiatique, aujourd'hui il fait plus de nids de frelon asiatique que de nids de frelon commun. Il y a une dizaine d'années on n'en parlait pratiquement pas. Vous voyez la vitesse à laquelle les espèces invasives progressent, et on y reviendra un petit peu justement sur le manque de prise de conscience de la capacité des espèces invasives à prendre le dessus dans un écosystème. Ça, il y a une vraie écologie à reconcevoir sur ces espèces invasives, parce que ce n'est pas des espèces comme les autres. Elles ont une vraie capacité à prendre le dessus. Quand on parle de végétaux, on a la myriophylle du Brésil, sur la pyrale du buis on en parle aussi, l'ambroisie. L'ambroisie, en particulier Lyon, on est très embêté avec l'ambroisie. Et la bonne nouvelle qu'on nous apporte, c'est de nous dire que le glyphosate c'est fini. Bon, c'était à peu près la molécule qui marchait bien sur l'ambroisie sur les trottoirs. Mais maintenant qu'on a choisi de laisser de la biodiversité sur les trottoirs, on laisse de l'ambroisie, avec tout le paroxysme que ça apporte, de dire on laisse de la biodiversité, mais finalement on laisse de la place à l'ambroisie. La Jussie, je vous présenterai une carte aussi de la progression de cette plante. L'idée c'est de vraiment planter le décor général sur les espèces invasives. La renouée du Japon, alors je ne sais pas si vous êtes très concernés dans vos départements, en tout cas dans le Rhône on l'est fortement. Les bords de rivière sont monospécifiques. On a de la renouée du Japon sur tous les bords de rivière. Dès qu'on déplace un tas de terre, on a de la renouée du Japon, et donc il y a des gens qui laissent leur tas de terre dans le terrain avec de la renouée du Japon partout, et après c'est une plante qui est hyper difficile à éradiquer. La progression du frelon asiatique en France, vous voyez, c'est aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler du frelon asiatique en France encore, l'écologie bestiole qui va aussi vite. Ça signifie que d'une part, on pense que les autorités n'ont pas pris la mesure du problème. Est-ce que demain, cette problématique elle est vraiment bien prise en charge par le monde des professionnels, et en tout cas, est-ce que l'écologie de cette bestiole est bien comprise? On s'aperçoit que c'est une bestiole qui a une vraie plasticité génétique et qui a une vraie capacité à s'adapter à la pression que lui mettent les professionnels. C'est-à-dire qu'on trouve des nids qui sont de plus en plus hauts, on trouve des nids qui sont de moins en moins accessibles, et globalement, même si on développe des drones pour aller tirer sur les nids avec de la poudre insecticide, ils font bien les nids au milieu des arbres, comme ça le drone il va pas. Donc en fait, on a des espèces qui apprennent vite, des fois un petit peu plus vite que nous, et le frelon asiatique fait partie de ces espèces qui apprennent vite. Le moustique tigre, vous voyez que la situation du moustique tigre en 2017, on a fait un bel observatoire, d'ailleurs il y a un site internet pour déclarer les cas de moustique tigre en France. Ils ont fermé le site parce qu'il était rempli de déclarations. Donc, pour éviter de voir les déclarations, on les enregistre plus, ça va vachement plus vite. Donc aujourd'hui, le moustique tigre, globalement, une des villes dans lesquelles le moustique tigre est le plus présent, c'est Grenoble, qui a un cul-de-sac aérien. Et il y a un observatoire du moustique tigre dans la ville de Grenoble. C'est bien, mais ça ne nous donne pas les clés demain pour dire ce moustique, il va falloir qu'on le gère. Dans un contexte réglementaire dans lequel on nous dit finalement les insecticides qui sont relativement systémiques et relativement spectre large, on va les retirer du marché parce que c'est dangereux
pour la chaîne alimentaire et autres. Ça veut dire que sur ces espèces invasives, l'écologie mêlée à la pression réglementaire qu'on a sur les produits aujourd'hui donne raison à ce type d'espèces. Et à l'heure où on parle de biodiversité, on ferait bien de gérer ces espèces invasives, parce que les espèces invasives sont de loin, devant tous les autres facteurs, le facteur de diminution de la biodiversité, y compris dans les réserves naturelles. Je vais vous montrer ça. Pour la punaise de lit, je ne vais pas refaire de topo sur la punaise de lit. Aujourd'hui, le nombre de sites se multiplie. Alors c'est vrai que c'est un champ d'opportunité pour vous, les professionnels. Et on s'aperçoit qu'on a encore besoin de l'acquisition de la biologie de cette bestiole, parce que régulièrement, on est dans l'échec face à la punaise. Aujourd'hui, on a un gros projet de recherche qui consiste à comprendre comment elle résiste, parce qu'aujourd'hui, vous avez des vraies grosses populations de punaises de lit résistantes aux insecticides qui se développent en France. Donc on a une grosse étude génétique là-dessus. Et on s'aperçoit que finalement, les punaises de lit, c'est de toute façon une espèce internationale. On a des sources, des origines génétiques de punaises dans le même hôtel qui ne viennent pas du même continent. On a des punaises qui viennent d'Amérique, d'autres qui viennent d'Inde, d'autres qui viennent d'Asie du Sud-Est. Progression d'une espèce invasive hyper prolifique, qui est la Jussie, dans un parc qui est plutôt bien connu, qui est le parc naturel régional de Brière. Et donc on s'aperçoit que dans le parc naturel régional de Brière, on a deux espèces qui se développent super bien, voire 3 espèces, le ragondin, l'écrevisse de Louisiane et la Jussie. Et donc l'illustration est quand même assez élégante. Regardez la progression de la Jussie. Là, on arrive à avoir ces photos parce qu'on avait un observatoire aussi. Aujourd'hui, on a une vraie fermeture du milieu par la Jussie, donc aujourd'hui ça a encore progressé. Et donc la Jussie, c'est une espèce invasive qui supplante toutes les autres espèces invasives, qui a la capacité également de générer des herbicides dans ses racines et dans ses parties foliaires, et donc qui fait que ça simplifie l'environnement autour d'elle. Et ça, c'est vraiment des traits communs qu'on retrouve chez toutes les espèces invasives, qui ont la capacité de supplanter toutes les autres dans les écosystèmes. Et donc finalement, quand on fait le tour de bestioles sur lesquelles on travaille, on travaille sur les espèces invasives. Donc, ce qui signifie effectivement, et je rejoins Stéphane Charmel qui disait que pas d'expertise sans expert. Aujourd'hui, pour comprendre ces bestioles-là et avoir des protocoles qui marchent sur le terrain, il faut absolument comprendre la biologie de ces espèces-là, que ce soit la punaise de lit, que ce soit les blattes, et notamment les nouvelles espèces de blattes qui se développent, que ce soit les insectes et les denrées alimentaires, la puce, également. Toutes ces espèces, par une écologie particulière, peuvent être l'objet d'échecs de votre part sur un certain nombre de protocoles que vous mettez en œuvre sur le terrain. Après, on a un certain nombre d'espèces qui reprogressent, vous voyez l'argenté, les pigeons, la leptospirose, on en parlera tout à l'heure, puisqu'on fait une conférence justement sur ce thème aujourd'hui, puisqu'on n'a jamais eu autant de cas de leptospirose en France qu'aujourd'hui, depuis les années 50. Alors, savoir s'adapter, ouais, effectivement, savoir s'adapter, on a quoi? On a des stratégies R. La stratégie R, c'est quoi? C'est des espèces hypercycliques, c'est des espèces sur lesquelles vous bossez, c'est des espèces hypercycliques. Voilà, ici vous avez typiquement l'éléphant, dans les réserves africaines, parce que s'ils sortent de la réserve, de toute façon ils seront flingués. Donc là, c'est dans la réserve, voilà, un nombre d'éléphants, et puis au fur et à mesure que les femelles se reproduisent, elles font un petit par an, voire un petit tous les 2 ans, et donc elles adaptent leur stratégie de reproduction à la ressource alimentaire et à l'espace. Chose que ne font pas du tout les espèces invasives, qui sont des stratégiaires, qui elles, tant qu'il y a de la ressource, elles exploitent à fond leur capacité de reproduction, jusqu'à un moment arriver à une population qui est complètement déconnectée des capacités du milieu. Et alors là, on n'a pas d'extinction d'espèces, on a une migration d'un certain nombre d'individus, et c'est le cas des rongeurs, on appelle ça les éclaireurs. Les éclaireurs, c'est juste les subadultes qui aimeraient bien participer à la reproduction, mais qui ne peuvent pas participer parce qu'il y a des dominants dans la population. Et donc dans ce cadre-là, ils migrent. Là où ces espèces-là, à partir du moment où la capacité du milieu est atteinte, le surplus d'individus va mourir. Alors qu'ici, le surplus d'individus va disperser et va vous déborder, ce qu'on appelle les pullulations effectivement d'espèces. Alors on a plein de cas de ragondins à Confluence, puisqu'on a géré ça. Moi, je suis un des 2 experts auprès du préfet du Rhône sur les questions de faune sauvage. Donc, il y a aussi un truc qu'on ne calcule pas, c'est le coût à la société et le coût aux contribuables. Parce qu'on veut faire des plans de préservation et des plans d'augmentation de la biodiversité, mais c'est ce qu'on... J'ai échangé il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn avec un ami des animaux, là. C'est ok, mais le coût à la société, c'est quoi? À un moment, on ne peut plus mentir à la société là-dessus. On ne peut plus mentir sur le coût indirect de la présence de blattes partout en ville. On ne peut plus mentir aux Parisiens sur le coût réel à la sécurité sociale de la présence de rongeurs dans les rues. On ne peut plus mentir aux gens. Ça, il faut absolument qu'on ait un calcul. Les pigeons à Venise, on se sont aperçus que c'est 40 millions d'euros de dégâts par an des monuments à faire refaire. Est-ce qu'on laisse des pigeons? Parce qu'à côté, ils vendent des petits sachets avec des grains de maïs qu'ils vendent aux enfants pour filer à bouffer aux pigeons. Donc là, ils ont fait un calcul en se disant, merde, il faut qu'on tue des pigeons.
Bon, les sangliers en ville, ça va, en général, ils traversent plutôt les passages piétons, donc ça, c'est pas trop dangereux. Et puis l'ambroisie, quel est le coût réel de l'ambroisie sur le système de santé? Et ça, on veut bien nous faire croire que ça n'a pas de coût, de toute façon, ça fait partie des espèces normales, sauf que ça a un coût, et nous, ensemble, effectivement, et sur toutes les discussions sur les données techniques et scientifiques qu'il faut qu'on mette à notre disposition sur ces sujets-là, il faut absolument qu'on ait un calcul d'impact négatif de ces espèces-là sur la société. On ne peut plus mentir aux gens là-dessus. Donc, il y a aussi des choses qui permettent à ces espèces invasives de progresser, c'est la contradiction entre les différents codes législatifs. Entre le code de l'environnement et le code rural, déjà, certaines espèces sont classées nuisibles dans le code de l'environnement et sont protégées dans le code rural. On en tue la moitié, une moitié pour le code de l'environnement, puis l'autre on va se dire pour le code rural. Le code de la santé publique, le code du travail, le code de l'humanisme, tous les patrons d'entreprise que vous êtes savent de quoi je parle. Tous ces facteurs-là sont favorables à la dispersion des espèces invasives. Alors si on en vient un petit peu sur le sujet qui nous intéresse cet après-midi, les chenilles urticantes, les chenilles urticantes répondent exactement à ce phénomène de développement des espèces invasives. On a des papillons qui vont rapidement, d'ailleurs souvent les papillons on ne les voit pas. Ils sont dans des endroits relativement discrets. Je crois qu'il y a des chiffres qui sont sortis sur la Lozère. Là. Je crois qu'en Lozère, ils ont perdu en 3 ou 4 ans 40% de fréquentation touristique à cause des chenilles urticantes, en fait, qui créent de l'allergie chez les gens qui sont là, et notamment chez les enfants. Et donc pour ces raisons-là, les gens ne souhaitent plus fréquenter les endroits où les chenilles progressent. Donc il y a 4 espèces de chenilles urticantes. La partie urticant, c'est qu'au contact de la chenille ou au contact de ses soies, je vais développer un phénomène allergique. Ou bien au contact des endroits qu'elle emprunte, elle va laisser une empreinte allergisante, c'est-à-dire créer un phénomène inflammatoire, soit de vos voies respiratoires, soit au contact de la peau, et puis laisser une trace, notamment les chemins de procession qui sont utilisés par les chenilles restent urticants encore très longtemps parce qu'elles laissent les soies sur leur passage. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique. Alors voilà, il y a au-delà de la partie défoliatrice qu'on voit ici, la chenille processionnaire du pain, les chenilles elles consomment des aiguilles avant de rentrer dans leur nid, avant de rentrer dans leur phase de maturation pré-procession. Donc avant de rentrer en procession, vous avez les chenilles qui grandissent dans le nid, qui font leurs différents stades larvaires, et puis qui ensuite vont, donc pour cela et pour vivre, elles consomment des aiguilles de pin ou bien des feuilles de chêne, comme c'est le cas de la processionnaire du chêne, et puis elles vont ensuite rentrer en procession pour aller terminer leur stade de développement avant de devenir adulte. Donc voilà des soies de chenilles, voilà des soies de chenilles processionnaires, donc ça fait comme des petits pics qui se mettent sous la peau et qui créent un phénomène allergique qui parfois chez certaines personnes, parce que les personnes qui sont sensibles, qui font notamment de l'œdème de Poinck, créent un phénomène allergisant complètement anarchique. Donc chez les gens qui font de l'œdème de Poinck, il y a une probabilité de mourir. Comme c'est le cas avec les chocs anaphylactiques, avec les frelons et les guêpes, vous avez des gens qui peuvent succomber au contact de ces soies de processionnaires. Donc ici on voit des papules de contact, donc ça peut rester quelques heures à quelques jours, ces papules de contact avec les soies de la chenille processionnaire. Et puis effectivement, le chien qui goûte la chenille processionnaire, il va s'en rappeler, parce qu'en général, s'il n'est pas pris dans les 4 heures suivant la piqûre allergisante par la chenille, on coupe la langue parce que ça met en œuvre un phénomène inflammatoire tel qu'on a ensuite une nécrose qui se met en place. Donc ça prévaut chez l'enfant et ça prévaut aussi chez le labrador. Alors chez l'enfant c'est moins grave, mais chez le labrador c'est Donc voilà un petit peu le cycle de développement de la chenille. Donc ce qui pose vraiment problème, comme chez beaucoup d'insectes volants, c'est surtout un seul stade de l'insecte. Contrairement à plein d'autres stades. Donc, ces stades de métamorphose chrysalide ne posent pas de soucis parce que ces stades ils sont dans la terre. Donc la forme de résistance, je dirais, de la mauvaise depuis l'automne vers l'éclosion et la réapparition des adultes en juin-juillet, la forme de résistance c'est vraiment les chrysalides dormantes dans le sol. Donc les chenilles processionnaires et du chêne et du pin ont besoin de descendre dans le sol, ont besoin de descendre dans la terre pour cycler. C'est d'ailleurs pour ça que dans les écopièges, ces cercles que vous voyez autour des arbres, et que Pascal abordera tout à l'heure, il y a de la terre. Voilà. Bon. À un moment, cette chenille, elle a besoin de descendre dans la terre, après être rentrée en procession. Donc la procession, c'est ce qui permet à la chenille de quitter le nid, de ne pas se perdre. Donc la procession, il ne faut surtout jamais la casser, parce que sinon les chenilles, elles se mettent de manière anarchique dans le sol et on ne les retrouve plus.
pour ensuite rentrer dans sa forme de résistance dans le sol. Pourquoi résistance dans le sol? Parce que si elle n'est pas dans le sol, elle va se faire consommer par des oiseaux. La problématique, c'est la prédation par les prédateurs. Donc on a une vraie progression de la chenille processionnaire. Il semblerait même que les spécialistes de la question, et Pascal va peut-être mieux que moi, c'est que dans le sud de la France, ils commencent déjà à faire trop chaud pour la chenille, donc on a une vraie opération de remontée au nord. Ce qui est également le cas sur le moustique tigre. En ce moment, on s'aperçoit que le moustique il remonte plutôt au nord parce qu'il commence à faire trop chaud dans le sud. Donc on a une vraie modification de la biologie de ces espèces invasives, liées notamment au réchauffement climatique. Ça, cette chenille processionnaire, c'est effectivement, on y réfléchit beaucoup pour le monde des professionnels, c'est une des grosses cibles demain pour votre secteur d'activité. Donc processionnaire du chêne ou du pin, ben, les cycles sont finalement globalement assez similaires, hein, donc ils sont bien évidemment pas dans les mêmes arbres, les œufs ne sont pas pondus par les mêmes capitaux. On s'aperçoit que les nids sont quand même relativement visibles, et comme disait Pascal, et je pense que c'est assez réel en France, on a plus de processionnaires du pin que de processionnaires du chêne.